Mon père a trompé ma mère avec ma tante et le choc a envoyé ma mère à l'hôpital. Des années plus tard, il a exigé que j'élève leur enfant, mais ma vengeance a brisé leur vie. J'ai 28 ans, je suis un homme, et tout ce pétrin a commencé il y a environ 3 ans. Mais je suppose que je devrais d'abord expliquer certaines choses, pour que tout cela ait du sens. Nous étions fondamentalement ce que tout le monde appellerait la famille parfaite, du moins sur le papier. Mon père, Richard, 53 ans, que tout le monde appelle Rick, a lancé cette entreprise de construction juste après avoir épousé ma mère, Sarah. Ils étaient mariés depuis 25 ans. Maman vient d'une grande famille catholique du Connecticut. Elle a 5 sœurs et elles étaient très proches, du genre à finir les phrases les unes des autres. Sa jeune sœur, Rachel, était toujours là quand je grandissais. C'était cette tante cool qui me donnait des desserts en douce, et qui me couvrait quand je faisais des bêtises d'ado. Nous vivions dans une jolie maison à Lexington, pas méga riche ou quoi que ce soit, mais à l'aise. Les affaires de papa ont vraiment décollé quand j'avais environ 10 ans, et soudain, nous vivions plutôt bien. Des vacances en famille à Disney World tous les 2 ans, de nouvelles voitures, ce genre de choses. Maman était très impliquée dans les activités de l'église, et organisait ces grands événements caritatifs que tout le monde en ville connaissait. Tante Rachel enseignait à la maternelle de l'école élémentaire locale, et tous les parents l'adoraient parce qu'elle était très douée avec les enfants. Chaque dimanche, quoi qu'il arrive, nous avions ces énormes dîners de famille. Genre, tout le monde devait être là, à moins d'être littéralement à l'hôpital. Papa allumait son barbecue chic, celui pour lequel il avait dépensé beaucoup trop d'argent sans vouloir l'admettre, et toutes mes tantes apportaient leurs plats spéciaux. Rachel faisait toujours ce mac and cheese incroyable pour lequel tout le monde se battait. Je me souviens d'un dimanche, peut-être 6 mois avant que tout ne s'effondre, où mon cousin Tommy, le fils de Rachel, a fait une blague sur le fait que sa mère envoyait tout le temps des SMS ces derniers temps. Rachel est devenue super bizarre à ce sujet, et a dit que c'était juste pour le travail. Papa a renversé son verre juste après ça. Je n'ai pas saisi les signes à l'époque, mais le jour où tout a explosé est gravé dans mon cerveau pour toujours. C'était lors de notre barbecue annuel du Memorial Day. Tout le monde était là. Toutes mes tantes, oncles, cousins, et même quelques voisins. Nous faisions toujours ce grand barbecue où les gens allaient et venaient toute la journée. Papa agissait bizarrement tout le temps. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et de s'éloigner pour prendre des appels professionnels, ce qui était étrange parce que, bon, c'est le Memorial Day. Quels travaux de construction ont lieu le Memorial Day? Rachel était en retard, ce qui était super bizarre pour elle car elle est généralement la première à arriver pour aider à tout installer. Quand elle est enfin arrivée, elle était toute agitée, disant qu'il y avait des embouteillages pour le Memorial Day dans notre banlieue. Bien sûr. Elle a posé son téléphone sur la table pour aider à sortir de la nourriture. Et c'est là que c'est arrivé. Mon cousin Tommy, qui avait 16 ans à l'époque, a attrapé ce qu'il pensait être son téléphone. Ils avaient la même coque bleue pour iPhone. Il allait montrer un TikTok ou je ne sais quoi à sa petite amie. Mais quand il l'a ouvert, mon vieux, elles étaient là. Des centaines de messages entre mon père et Rachel. Pas juste des messages normaux non plus, mais des trucs explicites, des photos, des plans pour se retrouver. Des messages disant qu'ils étaient faits pour être ensemble, et qu'ils trouveraient un moyen de l'annoncer à tout le monde bientôt. Tommy a juste pété les plombs, il a commencé à hurler sur sa mère, juste là dans le jardin. Tout le monde a accouru pour voir ce qui n'allait pas, et il a juste levé le téléphone et a commencé à lire les messages à haute voix. Je n'ai jamais rien vu de tel que ce qui s'est passé ensuite. Mes cousins hurlaient. Mes tantes pleuraient. Mon oncle Marc, le mari de Rachel, avait l'air d'être sur le point de vomir. Je suis resté là, figé, à regarder ce cauchemar se dérouler en temps réel. Je n'aurais jamais pensé que mon père irait aussi loin. Je veux dire, lui et ma mère avaient été mon roc, mon filet de sécurité, la seule chose sur laquelle je pensais pouvoir toujours compter. Mais maintenant, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les fourrer dans mes poches. Et ce sentiment étrange de détachement m'a envahi, comme si je regardais la famille de quelqu'un d'autre s'effondrer sur un écran de télévision, plutôt que d'être témoin de l'écroulement de mon propre monde. Le pire n'était même pas les cris ou les pleurs. C'était ces quelques secondes de silence de mort après que Tommy eut fini de lire le dernier message. Puis Rachel a laissé échapper ce son. Quelque chose entre un rire et un sanglot, et tout a explosé. C'est là que ça m'a frappé. Vraiment frappé au plus profond de mes tripes. Notre famille n'allait plus jamais être la même après ce moment. Il y a des choses qu'on ne peut pas recoller une fois qu'elles sont brisées.
Et ma mère, mon Dieu, ma mère restait juste là, complètement figée. Elle avait cette assiette de salade de pommes de terre dans les mains et elle continuait juste à la tenir, fixant le vide pendant que Rachel essayait d'arracher le téléphone à Tommy. La salade de pommes de terre a doucement glissé de l'assiette, et personne n'a bougé pour nettoyer. C'est ce dont je me souviens le plus clairement. Ce tas de salade de pommes de terre juste posé là dans l'herbe, pendant que toute ma famille implosait. Papa a essayé de dire que ce n'était pas ce qu'on croyait. Classique, non. Mais ensuite Rachel a commencé à pleurer et à dire qu'il ne voulait pas que ça arrive. Qu'ils étaient juste tombés amoureux et ne savaient pas comment le dire. Rachel a même eu l'audace de dire devant tout le monde, y compris maman, qu'elle et papa avaient une vraie connexion depuis longtemps qui ne pouvait être niée. Je me souviens encore du bruit que maman a fait. Ce n'était même pas vraiment un pleur ou un cri, juste ce bruit étrange de suffocation, comme si quelqu'un venait de la pousser sous l'eau. Puis elle s'est simplement retournée, est rentrée à l'intérieur, est allée dans sa chambre et a verrouillé la porte. Nous ne le savions pas à ce moment-là, mais c'était pratiquement la dernière fois qu'elle serait elle-même pour un long moment. Le barbecue s'est évidemment terminé là. Tout le monde est parti sauf la sœur aînée de ma mère, Marie, qui est restée pour essayer de parler à maman à travers la porte. Papa a fait un sac et est parti pour donner de l'espace à tout le monde pour digérer les choses. Rachel est partie en courant et en pleurant, avec Tommy qui lui criait après. Et moi, je suis resté assis sur notre terrasse arrière pendant des heures, fixant cette stupide salade de pommes de terre par terre, essayant de comprendre comment toute ma vie venait de s'effondrer en l'espace de, genre, 15 minutes. Les jours qui ont suivi le barbecue étaient bizarres, comme ces limbes étranges où personne ne savait quoi faire. Maman ne sortait pas de sa chambre, sauf pour aller aux toilettes, et même là, elle attendait de penser que je dormais. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas la nuit, marchant d'avant en arrière, encore et encore pendant des heures. Je laissais de la nourriture devant sa porte, et parfois elle avait disparu quand je vérifiais plus tard, mais la plupart du temps, elle était intacte. Papa n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des SMS sans arrêt. Il logeait dans un hôtel à Cambridge, envoyant ses longs messages sur le fait que les choses ne sont pas toujours noires ou blanches, et que parfois la vie est compliquée. Jean, sérieusement, c'est ça ton argument? Il a même essayé de me convaincre que lui et Rachel avaient combattu leurs sentiments pendant des années, mais qu'ils avaient fini par réaliser qu'ils étaient âmes sœurs. Il voulait que je comprenne que ce n'était pas juste une aventure bon marché, comme si cela rendait la chose meilleure d'une manière ou d'une autre. Rachel était encore pire. Elle a commencé à se présenter chez nous à des moments aléatoires, essayant d'expliquer les choses à maman à travers la porte de la chambre. Elle restait là à pleurer en disant combien elle était désolée, tout en disant des trucs comme « Mais tu dois comprendre, Sarah. Quand l'amour est réel, on ne peut pas lutter contre lui. » J'ai dû littéralement menacer d'appeler les flics pour la faire partir. Les choses ont vraiment empiré environ 2 semaines après. J'étais au travail quand notre voisine m'a appelé. Elle a dit qu'elle avait rentré notre courrier et remarqué que la voiture de maman n'avait pas bougé depuis des jours. Et elle pouvait voir par la fenêtre de l'étage que maman était juste assise dans le même fauteuil, sans bouger. Je me suis précipité à la maison et j'ai trouvé maman exactement comme ça, assise dans le noir, portant toujours les mêmes vêtements que lors du barbecue, fixant cette vieille photo de famille de Disney World. Elle ne répondait pas quand je lui parlais. Elle ne clignait même pas des yeux, elle continuait juste à fixer cette photo. J'ai essayé de l'aider à se lever et c'est là que j'ai réalisé qu'elle était brûlante de fièvre. J'ai appelé le 911 tout de suite. L'ambulancier a dit qu'elle était sévèrement déshydratée et avait une très forte fièvre due à une infection massive. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas pris ses médicaments pour sa maladie auto-immune depuis 2 semaines. L'hôpital a été un cauchemar. Ils l'ont admise en psychiatrie après qu'elle a eu cet effondrement complet aux urgences, hurlant qu'elle avait tout donné à Rachel, qu'elle l'avait aidé à payer l'université, qu'elle l'avait laissé vivre avec nous gratuitement quand elle a divorcé de son premier mari, et qu'elle lui avait même obtenu le poste d'enseignante à l'école. Le médecin a dit que c'était un épisode dépressif sévère déclenché par un traumatisme aigu. Et vous savez ce que Rachel a fait? Elle a carrément dit au médecin que maman avait toujours été instable et qu'elle avait des épisodes quand elle grandissait. Des mensonges complets. Elle a même essayé de suggérer que peut-être les problèmes mentaux de maman étaient la raison pour laquelle papa s'était tourné vers elle pour du réconfort. Le médecin a mis fin à ça très vite. Mais le fait qu'elle ait même essayé ça, mon vieux. Mes tantes, sauf Rachel évidemment, se sont relayées pour rester avec maman à l'hôpital. Marie, Patricia, Catherine et Elisabeth, elles ont toutes réorganisé leur vie pour s'assurer que quelqu'un soit toujours là.
Mais le mal était fait. Maman ne parlait à personne sauf au médecin. Elle restait juste allongée là à pleurer ou à fixer le vide. Pendant ce temps, mon père s'en fichait éperdument. Lui et Rachel jouaient déjà à la dinette. Ils ont pris un appartement ensemble en utilisant l'argent de l'entreprise de papa. Rachel a quitté son poste d'enseignante parce que, soudainement, elle était trop stressée pour travailler. Ils ont commencé à poster sur les réseaux sociaux à propos d'un nouveau départ et du choix du bonheur. Le pire, c'était la façon dont ils ont commencé à répandre leur version des faits en ville. Rachel racontait à tout le monde à l'église que maman avait fait fuir papa en étant froide et distante. Elle disait que maman était obsédée par son travail caritatif et négligeait papa. Elle a même suggéré que maman était au courant pour eux depuis des mois, mais faisait semblant de ne rien voir parce qu'elle préférait jouer la victime. Tommy, le fils de Rachel, vivait des moments très difficiles. Il vivait avec son père, l'ex de Rachel, à temps plein et refusait de voir sa mère. Mais Rachel a réussi à déformer ça aussi, disant aux gens que j'avais monté Tommy contre elle et papa. Genre, non, Rachel. Je suis pas mal sûr que tu as fait ça toute seule quand tu as détruit nos familles. À la fin du premier mois, il était clair que maman n'allait pas rentrer à la maison de sitôt. Les médecins ont recommandé un établissement de soins de longue durée, alors nous sommes allés dans un autre hôpital psychiatrique. J'ai dû emballer certaines de ses affaires pour les y apporter. Et trouver des choses à lui faire porter m'a anéanti. Tous ses vêtements normaux, son pull préféré, son jean de jardinage, sa robe du dimanche pour l'église, juste suspendue là dans le placard comme si tout allait bien. Comme si elle allait revenir d'une minute à l'autre pour les porter à nouveau. C'est là que j'ai vraiment compris que rien ne serait plus jamais normal. Notre famille avait tout simplement disparu, et les gens qui l'avaient détruite passaient déjà à autre chose comme si de rien n'était. Pendant que nous autres essayions de ramasser les morceaux qu'ils avaient brisés, la vie s'est installée dans cette routine bizarre après l'internement de maman. Je lui rendais visite tous les mercredis et dimanches après le travail. Le médecin disait qu'avoir un emploi du temps régulier l'aiderait à se sentir plus stable. Au début, elle ne parlait pas vraiment pendant les visites, elle hochait juste la tête ou faisait non de la tête. Mais après environ 3 mois, elle a commencé à avoir de bons jours où elle me regardait vraiment quand je parlais de mon travail ou de ce qui se passait avec mes cousins. Puis, Rachel a lâché sa première bombe. Elle a publié tout un truc sur Facebook avec une photo d'échographie. Pas juste enceinte, mais enceinte de jumeaux. Le post parlait des bénédictions de Dieu, de l'amour qui trouve son chemin et de combien les papas étaient fous de joie. Elle a tagué quasiment tous ceux que nous connaissions, y compris les sœurs de maman et certaines amies de maman à l'église. Qui fait ça? J'ai appris plus tard par ma cousine Lisa que Rachel avait en fait arrêté sa pilule des mois avant que l'affaire ne soit révélée. Elle a dit à Lisa qu'elle espérait un accident parce qu'elle pensait qu'un bébé ferait quitter maman à papa. J'imagine qu'elle a eu ce qu'elle voulait, et même plus. Papa est devenu complètement dingue avec la nouvelle de la grossesse. Il a commencé à poster des mises à jour quotidiennes sur sa famille grandissante et à appeler les jumeaux leur bébé miracle. Il a même eu le culot de m'envoyer un message me demandant si je voulais les aider à installer la chambre d'enfant dans leur nouvelle maison. Ouais, ils ont acheté cette immense propriété à Newton en utilisant l'argent de son entreprise. J'étais choqué de voir combien d'argent papa tirait de cette affaire. Genre, l'entreprise de construction marchait bien, mais pas au point d'acheter des maisons à $1 million, d'accord? Les médecins de maman ont dû ajuster son traitement quand elle a appris pour la grossesse. Elle a de nouveau arrêté de manger pendant un moment. La seule chose qui semblait aider, c'était quand Tommy a commencé à lui rendre visite. C'était comme si elle pouvait supporter d'entendre parler de la vie qui continue venant de lui, parce qu'il souffrait aussi. Mais Rachel et papa ne voulaient pas me laisser tranquille. Ils n'arrêtaient pas de débarquer à mon appartement à l'improviste. Rachel restait là avec sa main sur son ventre, parlant de la façon dont les jumeaux auraient besoin de leur grand frère, et comment la famille doit rester soudée dans les moments de joie. La femme a détruit la vie de sa sœur et agissait comme si nous devions tous célébrer. Le vrai délire a commencé quand elle était enceinte d'environ 7 mois. Elle a commencé à m'appeler plusieurs fois par jour pour que j'aide avec les jumeaux après leur naissance. Elle disait qu'elle et papa étaient tellement occupés avec l'entreprise, qu'ils auraient besoin de quelqu'un pour garder les bébés 3 jours par semaine. Quand je ne répondais pas à ses appels, elle m'envoyait ces longs emails culpabilisants disant que les enfants sont innocents et que je punissais des bébés pour des problèmes d'adultes. Puis les jumeaux sont nés, Emma et Ethan. Et Rachel a commencé ce truc où elle m'envoyait des photos quotidiennes des jumeaux avec des légendes comme « Notre grand frère nous manque » ou « On attend que tonton James vienne nous rencontrer ».
Quand ça n'a pas marché, elle est passée à l'envoi de vidéos d'eux en train de pleurer avec des messages disant qu'ils pouvaient sentir que leur famille était incomplète. C'était carrément de la manipulation émotionnelle. Le pire, c'est quand ils ont commencé à se pointer à mon travail. Rachel venait avec les jumeaux pendant ma pause déjeuner, pleurant dans le hall sur le coup de la garderie et sur le fait qu'ils avaient besoin de l'aide de la famille. Mes collègues étaient super mal à l'aise. Mon patron a même proposé d'appeler la sécurité plusieurs fois, mais je craignais que cela ne rende les choses encore plus compliquées. Papa a essayé une approche différente. Il a commencé à parler de faire de moi un associé dans son entreprise, disant qu'il avait besoin de quelqu'un de confiance pour aider à gérer les choses pendant qu'il se concentrait sur sa nouvelle famille. Il a dit qu'il me donnerait une part de 25% si j'acceptais de venir travailler avec eux et d'être là pour les jumeaux. Avec du recul, cette offre me fait rire maintenant, vu ce que je sais sur l'entreprise. Ils ont même recruté des gens pour me mettre la pression. Rachel disait aux gens de l'église que je refusais de reconnaître mes propres frères et sœurs, et que je laissais la jalousie empoisonner ma relation avec des enfants innocents. Certaines dames de l'église sont carrément venues à mon appartement pour me conseiller sur le pardon et les obligations familiales. J'ai dû changer d'épicerie parce que je n'arrêtais pas de tomber sur ces gens qui essayaient de me faire la morale. Ce qui m'a vraiment achevé, cependant, c'est quand Rachel a commencé à se comparer à maman. Elle disait des trucs comme « Je suis une meilleure mère que Sarah ne l'a jamais été, et au moins je suis émotionnellement disponible pour mes enfants. » Elle a même dit aux gens que les jumeaux avaient de la chance de ne pas avoir maman dans leur vie parce qu'ils méritaient mieux que son instabilité. J'étais absolument dégoûté par son audace. Au moment où les jumeaux ont eu 6 mois, Rachel et papa avaient élaboré tout un fantasme. Ils voulaient que je prenne les jumeaux tous les week-ends pour qu'ils puissent avoir du temps en couple. Ils disaient que ce serait un bon entraînement pour quand j'aurai mes propres enfants. Rachel a même commencé à dire aux gens qu'elle gardait une chambre dans leur maison pour moi. Comme si elle pensait vraiment que je voudrais faire partie de leur petit monde tordu. Je ne cessais de penser à maman assise dans sa chambre d'hôpital, faisant sa thérapie de groupe, prenant ses médicaments et essayant lentement de se reconstruire, pendant que ces deux-là jouaient à la famille heureuse avec la preuve de leur trahison. C'est là que j'ai vraiment commencé à prêter attention au registre de l'entreprise de papa. Pas parce que je prévoyais quoi que ce soit pour l'instant. J'avais juste besoin de quelque chose de concret sur quoi me concentrer, en dehors de leur chantage émotionnel constant. Alors, j'ai commencé à fouiller dans les affaires de l'entreprise, juste pour me distraire de tout ce drame avec les jumeaux. Mais purée, je n'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir. À l'époque de l'université, j'avais aidé papa avec la comptabilité pendant les vacances d'été, faisant surtout de la saisie de données de base et du classement. Je me souvenais avoir vu des choses bizarres, mais je n'y avais jamais vraiment prêté attention. J'étais juste un gamin stupide à la fac, content de gagner un peu d'argent supplémentaire. Mais maintenant, en regardant tout avec un œil neuf, les choses ne collaient pas, genre littéralement pas. J'ai commencé à remarquer ces modèles dans les factures. Ils avaient des chantiers listés pour beaucoup plus de matériaux que ce qui serait réellement nécessaire pour ce type de projet. Il y avait aussi ces étranges entreprises sous-traitantes qui apparaissaient sans cesse dans les registres. Je les ai cherchées sur Google et je n'ai rien trouvé. Genre absolument rien. Pas de site web, pas d'immatriculation d'entreprise, rien. Mais l'entreprise de papa leur versait apparemment des centaines de milliers de dollars pour des travaux. J'avais toujours accès à la plupart des dossiers numériques de l'entreprise depuis que j'avais aidé à installer leur réseau. Papa n'a jamais été doué avec les ordinateurs et n'a apparemment jamais pris la peine de révoquer mon accès. J'ai commencé à télécharger tout ce que je pouvais trouver. Relevés bancaires, factures, fiches de paie, tout. Plus je creusais, pire c'était. J'ai trouvé ces chaînes de mails super louches entre papa et un type nommé Steve, parlant de « faire passer ça par les canaux habituels » et de « garder les papiers propres ». Il parlait de paiement en espèces à des travailleurs qui n'étaient certainement pas des résidents légaux. Papa les payait bien en dessous du salaire minimum et empochait la différence entre ça et ce qu'il facturait aux clients. Mais ensuite, j'ai trouvé ce tableur enterré dans un dossier aléatoire. C'était essentiellement une deuxième comptabilité montrant les vrais chiffres par rapport à ce qui était déclaré à l'IRS, le fisc. Apparemment, papa sous-déclarait ses revenus de plusieurs millions de dollars au fil des ans. Il avait tout un système de fausses sociétés mises en place pour faire croire qu'il payait pour des services et des matériaux, mais l'argent retournait en fait directement dans ses propres comptes. Vous vous souvenez de cette maison chic qu'ils ont achetée? Ouais. Il s'avère qu'ils ont utilisé une partie de cet argent caché pour la compte. Le nom de Rachel n'était même pas sur l'acte de propriété,
probablement parce que papa savait que mettre son nom dessus rendrait l'argent plus facile à tracer. J'ai aussi trouvé des emails entre Rachel et papa datant d'avant que tout ne soit découvert, parlant de la façon dont ils pourraient utiliser l'entreprise pour commencer leur nouvelle vie. Elle l'aidait en fait à déplacer de l'argent. Même avant qu'elle ne commence officiellement à travailler là-bas, il y avait ces longues chaînes de mails sur la création de nouveaux comptes bancaires et le transfert de fonds. Pendant tout le temps où je trouvais ces trucs, ils essayaient encore de me forcer à faire partie de leur vie. Rachel m'envoyait ces longs textos disant que les jumeaux grandissaient si vite et que je manquais des moments précieux. Pendant ce temps, je suis assis là à regarder la preuve qu'elle a aidé papa à voler des millions de dollars. Plus je creusais, plus il devenait évident que ce n'était pas juste une petite évasion fiscale. C'était tout un système de fraude que papa dirigeait depuis des années. Il avait de faux employés sur la liste de paie, blanchissait de l'argent via des sociétés écrans, et mettait probablement des gens en danger avec toutes les économies de bouts de chandelle sur les matériaux de construction. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est de découvrir qu'il avait commencé à intensifier la fraude juste au moment où il a commencé à voir Rachel. Comme s'il savait qu'il aurait besoin d'argent supplémentaire pour installer sa nouvelle vie avec elle. Donc, il a juste commencé à voler plus. Il y avait ces énormes pics dans les coûts des matériaux qui coïncidaient avec l'achat de bijoux pour Rachel ou des week-ends où il l'emmenait, et dont maman ne savait rien. J'ai commencé à tenir un journal détaillé de tout ce que je trouvais. J'ai téléchargé des copies de tous les relevés bancaires montrant les transferts entre les comptes. J'ai trouvé ces comptes offshore louches que papa avait ouverts. Il faisait transiter de l'argent par eux, essayant de le cacher aux impôts. Pendant tout ce temps, je rendais visite à maman à l'hôpital psychiatrique, la regardant essayer lentement de se reconstruire, et ces deux-là non seulement menaient la grande vie avec l'argent de la fraude, mais prévoyaient d'en voler encore plus. C'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus garder ces informations pour moi. Ils devaient faire face aux conséquences, pour une fois dans leur vie. J'ai passé environ une semaine assis sur toutes ces preuves, essayant de décider quoi en faire. Une partie de moi voulait juste tout envoyer anonymement à l'IRS et m'en laver les mains, mais je savais que ce ne serait pas suffisant. Ces gens devaient savoir exactement qui les avait fait tomber et pourquoi. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un mardi matin quelconque. Je me préparais pour le travail quand Rachel s'est pointée à mon appartement à 7 heures du matin. Elle n'avait même pas envoyé de texto d'abord. Elle avait les jumeaux avec elle, tous les deux en train de pleurer, et elle a juste forcé le passage dès que j'ai ouvert la porte. Elle avait l'air d'un désastre, ne s'était même pas brossé les cheveux, et a commencé à déblatérer sur le fait que leur nounou avait démissionné sans préavis. Probablement parce qu'il ne la payait pas correctement, si je regarde ça avec du recul. Elle avait besoin que je prenne les jumeaux pour les 3 prochains jours parce qu'elle et papa avaient cette réunion super importante avec des investisseurs potentiels. Quand j'ai dit non, elle s'est littéralement assise sur mon canapé et a refusé de partir. Elle a commencé à pleurer sur le fait qu'ils avaient du mal avec l'entreprise parce que personne ne veut plus aider la famille, et que les jumeaux avaient besoin de stabilité. Pendant tout le temps qu'elle parle, je regarde ces 2 bébés qui n'avaient aucune idée que toute leur vie était construite sur des mensonges. Je lui ai dit qu'elle devait partir. C'est là qu'elle a sorti son téléphone et a appelé papa, le mettant sur haut-parleur. Il a commencé à s'énerver, disant que je trahissais la famille et que maman serait tellement déçue de moi pour ne pas avoir aidé mes frères et sœurs. C'était la fin. C'est le moment où j'ai craqué. Je suis allé à mon bureau, j'ai sorti l'un des disques durs où j'avais tout sauvegardé, je l'ai tenu en l'air, et je leur ai dit que je savais tout sur l'entreprise, les fausses sociétés, le blanchiment d'argent, les pots de vin, tout. Le visage de Rachel est devenu complètement blanc. Papa est devenu très silencieux au téléphone. Puis Rachel a essayé de minimiser la chose, disant « J'étais juste confuse à propos des pratiques commerciales normales ». Papa est intervenu pour essayer d'expliquer à quel point il est compliqué de diriger une entreprise de construction et que parfois, il faut contourner certaines réglementations pour rester compétitif. Genre, ouais, je suis assez sûr que soudoyer des inspecteurs du bâtiment n'est pas une pratique commerciale normale. Papa, je leur ai tout déballé. Je leur ai dit exactement ce que j'avais trouvé. Rachel a commencé à paniquer, disant que j'inventais des trucs parce que j'étais jaloux de sa nouvelle famille. Papa est passé en mode menace, disant qu'il s'assurerait que je ne travaille plus jamais à Boston si j'essayais quoi que ce soit de stupide. C'est là que j'ai sorti mon téléphone et que je leur ai montré l'email que j'avais déjà rédigé pour la division des enquêtes criminelles de l'IRS, complet avec les pièces jointes et une chronologie détaillée de la fraude. Je leur ai dit que j'avais aussi des copies de tout sauvegardé à plusieurs endroits. Donc même s'ils essayaient de détruire les preuves, c'était trop tard.
Rachel a complètement perdu les pédales. Elle a commencé à hurler que j'essayais de détruire l'avenir de ses enfants, que j'étais diabolique de vouloir envoyer leur père en prison. Les jumeaux pleuraient, probablement effrayés par tous les cris. Elle les a attrapés et est sortie en courant, hurlant toujours que j'allais le regretter. Papa a continué à appeler et à envoyer des SMS pendant des heures après ça. D'abord, essayant de me raisonner, m'offrant de l'argent pour oublier ce que j'avais vu. Quand ça n'a pas marché, il est passé aux menaces. Il a dit qu'il dirait à tout le monde que j'avais aidé à la fraude, que j'avais suivi tout ça pendant des années. Mais j'avais la preuve que je n'avais pas été impliqué dans l'entreprise depuis ses jobs d'été à l'université. J'ai attendu exactement 9 heures, à l'ouverture des bureaux de l'IRS, et j'ai envoyé l'email avec tout ce que j'avais. J'ai pris soin de détailler comment je l'avais découvert et mon implication limitée il y a des années, juste au cas où papa essaierait de m'entraîner là-dedans. Puis j'ai appelé ma tante Marie, je lui ai tout dit. Elle a fait une conférence téléphonique avec toutes mes autres tantes, sauf Rachel. Évidemment, elles étaient choquées par la fraude, mais pas vraiment surprises. Apparemment, elles s'étaient toutes demandé comment papa et Rachel pouvaient s'offrir leur train de vie. Les jours suivants ont été intenses. L'IRS a répondu assez rapidement, voulant organiser un entretien. J'ai pris un avocat juste par sécurité, même si je n'avais rien fait de mal. Papa et Rachel ont tous deux essayé de me contacter par tous les canaux possibles, envoyant même des gens de l'église à mon appartement. J'ai bloqué leur numéro, mais ils continuaient à créer de nouveaux comptes email pour me contacter. Rachel a même créé de faux profils sur les réseaux sociaux pour essayer de m'envoyer des messages. Ils passaient des supplications aux menaces, puis à la culpabilisation, parfois tout ça dans le même message. Ce soir-là, je suis allé voir maman. Je ne lui avais pas encore dit ce que j'avais fait. Son médecin disait qu'elle n'était pas prête pour ce genre de stress. Mais pour la première fois depuis une éternité, elle m'a vraiment souri quand je suis entré. Comme si, d'une manière ou d'une autre, elle savait que les choses allaient enfin changer. Les choses ont bougé beaucoup plus vite que je ne l'espérais après l'envoi de cet email à l'IRS. Je pensais que ça prendrait des mois, voire des années pour qu'il se passe quoi que ce soit. Mais non. En moins de 2 semaines, les enquêteurs criminels de l'IRS interrogeaient tous ceux qui avaient travaillé pour l'entreprise de papa. Le premier signe que les choses tournaient vraiment mal a été la perquisition du bureau principal de papa. Mon ami Mike travaille au café d'en face et m'a envoyé une vidéo d'agents sortant des cartons de dossiers. Papa a apparemment essayé de jouer la carte du sang-froid, disant à tout le monde que c'était juste un audit de routine, mais ensuite ils ont commencé à saisir les ordinateurs et les téléphones, et même la voiture chic de Rachel a été remorquée. Les enquêteurs ont trouvé bien plus de choses que je ne le pensais. Il s'avère que papa dirigeait toute une opération parallèle où il achetait des propriétés via des sociétés écrans, utilisait son entreprise de construction pour les rénover à très bas prix tout en facturant des prix premium sur le papier, puis les vendait pour d'énormes profits qu'il ne déclarait jamais. Tout a commencé à s'effondrer quand l'un des contremaîtres de papa a décidé de coopérer avec l'enquête. Ce type, Tony, avait tenu ses propres registres de toutes les affaires louches, probablement comme assurance. Il avait des détails sur les paiements en espèces aux travailleurs sans papier, les pots de vin des fournisseurs, tout. L'avocat de papa a dû lui dire à quel point ça devenait sérieux, parce qu'il a carrément essayé de s'enfuir. Genre, littéralement essayé de courir. Il a réservé des billets pour le Mexique pour lui, Rachel et les jumeaux. Les fédéraux les ont cueillis à l'aéroport Logan. Rachel criait si fort qu'ils ont dû évacuer une partie du terminal. Les infos locales ont eu des images d'eux emmenés menottes au poignet, tandis qu'un employé de l'aéroport tenait les jumeaux en pleurs. C'est là que tous leurs amis chics ont commencé à disparaître. Tous ces gens de l'église qui m'avaient harcelé à propos de la loyauté familiale ne pouvaient soudainement plus se rappeler avoir jamais soutenu papa et Rachel. Le country club a annulé leur adhésion. Leurs voisins ont lancé une pétition pour protéger la valeur de leurs propriétés en les forçant à vendre leur maison. L'implication de Rachel est aussi ressortie pendant l'enquête. Elle s'était fait des chèques à elle-même depuis les comptes de l'entreprise, prétendant que c'était pour des services de conseil, mais utilisant en fait l'argent pour acheter des trucs de créateurs et payer des hôtels chics où elle et papa se retrouvaient pendant leur liaison. Elle avait même utilisé l'argent de l'entreprise pour payer des traitements de fertilité quand ils essayaient d'avoir les jumeaux. Les procureurs ont proposé un marché à papa, 5 ans s'il coopérait et les aidait à retrouver tout l'argent. Son avocat lui a probablement dit d'accepter, car il a signé l'accord assez rapidement. Rachel n'a pas été incluse dans l'accord, cependant, puisqu'elle a essayé de détruire des preuves après le début de l'enquête.
Elle a supprimé un tas de mails et a essayé de déchiqueter des documents, sans réaliser que les fédéraux avaient déjà des copies de tout. Les services sociaux ont été impliqués à cause des jumeaux. Ils les ont placés temporairement chez l'ex-mari de Rachel et sa nouvelle femme, puisqu'ils avaient déjà l'expérience d'élever son enfant, Tommy. Rachel a complètement pété les plombs quand elle l'a appris. L'entreprise de construction de mon père a évidemment fait faillite. Tous les employés légitimes ont perdu leur travail, ce dont je me sens mal, mais l'enquête a révélé que la plupart des employés récents n'étaient en fait que des noms sur du papier. Papa réclamait des salaires pour des gens qui n'existaient pas et empochaient l'argent. Ils ont saisi pratiquement tout ce qu'ils avaient. La maison, la voiture de Rachel, leur lieu de vacances dans le Maine, tous leurs comptes bancaires. La seule raison pour laquelle les jumeaux avaient encore des vêtements et des jouets, c'est grâce à la belle-mère de Tommy. Ouais, l'ex de Rachel s'est mariée, est allée à la maison avant qu'elle ne soit saisie et a emballé leurs affaires. Donc, pendant que papa était assis dans une prison fédérale et que Rachel gérait son propre pétrin juridique, le vrai drame se déroulait dans notre famille élargie et notre communauté. Genre, toute cette situation a divisé tout le monde en camps, et des gens que je connaissais depuis toujours ont commencé à montrer leur vrai visage. Ma cousine Lisa, du côté de maman, a lancé ce groupe Facebook privé pour la « guérison familiale » ou je ne sais quoi. C'est devenu une véritable zone de guerre. Rachel a réussi à s'y faire ajouter et a commencé à poster ses longues diatribes sur la façon dont tout le monde l'abandonnait alors qu'elle était dans le besoin, et comment ses enfants souffraient sans le soutien de leur famille. Le truc, c'est que les jumeaux allaient en fait très bien avec l'ex de Rachel et sa femme Jenny. Jenny est psychologue pour enfants, donc elle savait comment les aider à s'adapter. Tommy commençait même à tisser des liens avec ses demi-frères et sœurs, ce qui était assez incroyable compte tenu de ce qu'il ressentait à propos de toute la situation au début. Mais Rachel ne pouvait pas supporter de voir son ex-mari élever ses enfants à nouveau. Elle a commencé à dire à tout le monde que Jenny essayait de la remplacer en tant que mère des jumeaux. Elle a même essayé de les signaler au service de protection de l'enfance avec des histoires inventées de négligence. L'assistante sociale a vu clair dans son jeu, surtout que Jenny avait tout documenté depuis l'arrivée des jumeaux chez eux. Le pire a été de voir Rachel essayer de manipuler Tommy à travers tout ça. Elle a commencé à lui envoyer ses messages culpabilisants disant qu'il abandonnait son frère et sa sœur en ne la défendant pas auprès de la famille. Tommy a fini par devoir commencer une thérapie pour gérer tout ça. Son père a finalement obtenu une ordonnance du tribunal pour empêcher Rachel de contacter Tommy directement. Ensuite, il y a eu tous ces gens aléatoires qui sont sortis de nulle part, prétendant que papa ou Rachel leur devait de l'argent. Comme ce type qui s'est présenté à mon appartement en disant que papa avait promis d'investir dans sa start-up. Une autre femme a dit que Rachel lui avait pris de l'argent pour investir dans l'entreprise de construction. Il s'avère qu'ils avaient monté toute une arnaque, obtenant des investissements de gens à l'église. Le plus dur n'est même pas la logistique de tout ça. C'est de voir comment cela a fondamentalement changé qui nous sommes. Maman va mieux en thérapie, mais il y a cette lourdeur en elle maintenant qui n'était pas là avant. Les médecins disent que c'est normal. Que guérir ne signifie pas redevenir qui on était avant le traumatisme. Cela signifie apprendre à vivre avec ce qui s'est passé et construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux qui restent. Je ne sais pas à quoi ressemblera notre famille à l'avenir. L'ancienne version de nous a disparu, brisée au-delà de toute réparation. Mais peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que nous pouvons construire quelque chose de plus fort sur les cendres de ce qu'ils ont brûlé. Quelque chose qui n'inclut pas des gens capables de blesser leur propre famille aussi profondément et qui s'attendent quand même à ce qu'on passe simplement à autre chose. L'ironie, c'est que papa m'a toujours enseigné les conséquences, le fait d'assumer ses erreurs et de faire face à ce qu'on a fait. Je suppose que maintenant, il apprend enfin cette leçon lui-même, un jour de prison à la fois. Quant à moi, je me concentre sur le rétablissement de maman et je laisse le système judiciaire faire son travail. Certaines personnes ne méritent pas une seconde chance de brûler votre vie. Pour l'instant, je me concentre sur le fait d'être là pour maman et de laisser les avocats gérer tout le reste. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. Tout d'abord, je devrais dire que la peine de papa aurait pu être prolongée parce qu'il continuait à trouver d'autres problèmes dans ses affaires commerciales. Il devait avoir une autre audience le mois prochain concernant de nouvelles preuves qu'ils avaient trouvées, mais cela n'arrivera plus. Il y a 3 jours, ils l'ont trouvé dans sa cellule. Eh bien, la déclaration officielle dit que c'était auto-infligé. J'essaie encore de réaliser. Le gardien qui l'a trouvé a dit qu'il y avait une lettre, mais je ne l'ai pas encore lue. Je ne suis pas sûr de le vouloir.
Rachel a complètement perdu la tête. Elle a débarqué à mon appartement à 3 heures du matin en hurlant que je lui avais fait ça. Elle n'arrêtait pas de crier que j'avais détruit notre famille et que je devrais vivre avec ça pour toujours. Je suis resté là, laissant tout ça pénétrer. Honnêtement, je ne sais pas quoi ressentir. Jean, devrais-je être triste, en colère, soulagé? C'était quand même mon père, mais aussi la personne qui a détruit la vie de ma mère et volé des millions de dollars. La personne qui a détruit la vie de nous tous après avoir choisi d'avoir une liaison avec ma tante, et qui s'attendait ensuite à ce que tout le monde soit d'accord avec ça. La personne qui a essayé de me faire culpabiliser parce que je ne voulais pas jouer à la famille heureuse avec les bébés de leur liaison. La réaction de maman a été inattendue. Quand je lui ai dit, elle est devenue très silencieuse et a ensuite dit, je lui pardonne. Pas pour lui ou pour moi, a-t-elle dit, mais pour elle-même. Elle a dit que porter de la colère en elle ne l'aidait pas à guérir. Ses médecins disent que c'est en fait un développement très positif pour son rétablissement. Les jumeaux sont toujours avec l'ex de Rachel et Jenny. Rachel fait face à ses propres problèmes juridiques, elle risque 2 à 3 ans minimum, donc ils resteront probablement là-bas. Tommy a été incroyable avec eux. Il dit en fait qu'ils ne devraient pas avoir à payer pour ce que leurs parents ont fait. Les médecins de maman la surveillent de près pour s'assurer que cela ne déclenche pas une rechute, mais elle semble plus forte que quiconque ne l'espérait. Elle parle même de peut-être rentrer à la maison bientôt. Elle dit qu'elle veut reprendre sa vie en main. Rachel fait toujours face à des accusations pour son rôle dans la fraude de l'entreprise. Son avocat a essayé d'utiliser la mort de papa pour obtenir la sympathie du juge, mais le procureur a des emails prouvant que c'était en fait elle qui avait imaginé certaines de leurs manigances. Est-ce que le fait de me sentir soulagé fait de moi une personne horrible? Une partie de moi est triste, mais une autre partie a l'impression que, peut-être, tout le monde peut enfin commencer à guérir sans qu'il essaie de tout contrôler depuis sa prison.